La salle de lecture. Gérard Mordillat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la salle de lecture consacré à la sortie de votre roman « Les vivants et les morts 20 ans plus tard ». Un podcast sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier dont je vous donne le principe. 2 points. Vous avez devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard. Bah oui, au hasard Balthazar. Non, au hasard Gérard. Et oui, c'est un peu simplet, voire enfantin, mais du coup, on est bien dans notre thème du postpartum. Dans chacune de ces enveloppes, donc, se trouve une question qu'il vous faudra, s'il vous plaît, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Alors, est-ce que c'est clair ? Très clair. Est-ce qu'on peut y aller ? Allons-y. Eh bien, Gérard, c'est parti. Je vous laisse piocher une première enveloppe. Alors, je pioche. Voilà, j'ai pris une enveloppe. Je suis en train de l'ouvrir et je découvre la question. Si elle veut bien apparaître. Oui, là, voilà. Une question Magazine People qui reprend quelques questions qui se posent au moment du postpartum. C'est mal parti. On est mal parti. Est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne ? Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Combien de temps avant de refaire l'amour ? Le champagne, il faut que je vous avoue, je n'en bois jamais, car je n'aime pas le vin. Je n'en ai jamais bu et je ne bois jamais de vin, et donc je ne bois jamais de champagne. Mais jamais de vin et jamais d'alcool, ou jamais de vin mais de la bière ? Jamais de vin, jamais de bière, mais des alcools. De la vodka, du whisky, de l'aquavit. Alors la deuxième, est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Oui, bien sûr, je peux mettre des vêtements normaux, puisque là c'est quand même assez curieux de m'adresser à vous en étant entièrement nu. Et combien de temps avant de refaire l'amour ? Écoutez, je suis un peu embarrassé, car encore faudrait-il que nous ayons fait l'amour. On n'est pas passé à l'action. Eh bien, c'est merveilleux. Je propose qu'on prenne une seconde enveloppe. Une seconde enveloppe. Eh Oui, bien, la voilà. Deuxième. Je suis en train de l'ouvrir. C'est merveilleux. Et j'arrive à lire. Préférez-vous mettre votre livre au monde de façon naturelle, responsable, bobologique, accroupi dans votre jardin ou, plus confortablement, dans une clinique avec péridurale. J'ai failli lire avec une péridurale, mais non, c'est avec péridurale. Moi, je pense que je préfère mettre mon livre au monde de façon naturelle. Alors, accroupi dans le jardin, c'est un peu compliqué, d'une part parce que je n'ai pas de jardin, deuxièmement parce que je n'ai pas un grand goût pour l'herbe, ni pour la campagne d'ailleurs, et si je m'accroupis éventuellement, c'est plutôt dans Paris, devant mon bureau, où je ne suis pas réellement accroupi, mais enfin pas très loin, et si je rate la chaise évidemment, je tombe accroupi, et je me tape la tête sur la chose en train d'être écrite, et puis je me dis, je suis au bon endroit. Mais là, alors, puisqu'on est quand même dans une métaphore subtile, il est vrai, mais une métaphore, vous écrivez genre au stylo sur du papier, vous écrivez à l'ordinateur, vous êtes assisté d'ailleurs par l'ordinateur, vous faites aider, c'est quoi ? Je fais partie de la vieille école, donc j'écris d'abord à la main, puis ensuite, comme je tape très bien à la machine, je me sers d'un ordinateur comme machine à écrire au fond, et à ce moment-là, naturellement, je ne fais pas simplement que recopier, je retravaille, etc., etc. Bon, voilà, mais il y a eu un grand changement pour moi avec le passage justement au traitement de texte, parce que pendant toute une grande période de ma vie, j'ai tapé à la machine sur une Underwood qui m'avait été offerte pour mes 11 ans et sur lequel j'ai appris à taper à la machine aussi vite et même plus vite qu'une dactylo professionnelle. Donc j'ai longtemps travaillé avec ça. Puis il a fallu passer au traitement de texte quand j'ai travaillé avec mon ami Jérôme Prieur, puisque nous écrivions à 4 mains et que c'était plus commode pour se repasser les choses plutôt que de se taper ça. Donc voilà, ce qui a changé, c'est que lorsque je tapais à la machine, j'avais un point de repère assez précis. Quand j'arrivais à taper une page sans faire de faute de frappe ni de faute d'orthographe, enfin en la faisant presque comme une pièce de piano parfaitement réussie, je savais que je n'étais pas loin de la vérité. Il a fallu que je me trouve d'autres façons de faire
pour travailler sur un traitement de texte, puisque là, les corrections sont faciles, immédiates, et donc ça a changé quelque chose. Mais enfin, pour moi, ça reste une façon naturelle d'écrire. Mais on écrit la même chose à la main et à la machine? Écrire à la main, c'est quelque chose, je trouve, de très puissant, parce que le corps tout entier y est. On écrit avec soi-même. Vraiment, c'est pas seulement la main qui travaille. Tout travaille. Le corps travaille, les jambes travaillent, la tête travaille. Ça donne quelque chose de très charnel, d'une certaine manière. Quand on passe au traitement de texte, il y a une distance. Alors, cette distance, elle peut être un handicap, mais elle peut être aussi un avantage, parce que ça peut donner un regard critique sur ce que l'on vient d'écrire. On s'est peut-être laissé emporter, justement, par l'écriture manuelle, et puis, devant l'écran, on a un recul et on se dit, tiens, mais ça, finalement, ça ne va pas là, etc. Donc, c'est une façon de ruser avec soi-même et de prendre des repères, tout simplement. D'accord. Et sur les histoires dont on parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les machins qui écrivent tout seuls, vous avez regardé ce que ça donnait ou pas? J'ai regardé ce que ça donnait, j'ai regardé ce que donnait l'intelligence artificielle pas plus tard qu'avant-hier. J'ai regardé ce que donnait l'intelligence artificielle. J'étais chez un ami qui manie ça très bien. Et donc, j'ai proposé à la machine d'écrire le premier chapitre de Les vivants et les morts 20 ans plus tard. Ça m'a répondu que c'était impossible à cause des problèmes de droit d'auteur. Je me suis dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, mais non, je ne pense pas que je n'en servirai jamais. Mais vous n'avez jamais essayé plus loin que ça? Non, jamais. Non, okay. Je suis pas curieux de ces choses, ces améliorations techniques et tout ça. Pour moi, je trouve ça, c'est sans doute très intéressant, très important, très tout ce qu'on veut. Ça a une utilité, je sais, notamment sur le plan de la traduction, où ils ont fait des choses vraiment remarquables. Pour ce qui est de la création littéraire, je ne crois pas que ça puisse encore servir à quelque chose. Si je serais tenté d'essayer de dire, écrivez-moi un sonnet comme Rimbaud en donnant 2 ou 3 mots-clés pour voir ce que ça donnerait et comment ils écriraient des alexandrins. Mais c'est un jouet pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose de... Ouais, sauf qu'en fait, vous écrivez des livres, enfin, en tout cas celui-là, et 20 ans après, là, qui nous intéresse, sur justement une usine de traitement de plastique, de fibres plastiques, si je me souviens bien, qui disparaît pour laisser place à un entrepôt de vente en ligne. Donc, le mot qu'on ne cite pas, là, etc. Sauf que ça s'appelle autrement... Property, ça s'appelle. Property. Et on est un peu dans le même système. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a des évolutions. Et on a de l'humain qui disparaît, on a de l'humain qui est maltraité. Quand même, cette intelligence artificielle qui va faire les traductions, qui fait des voix, qui fait des machins, ça devrait vous intéresser au moins de ce point de vue-là. Non, mais ça m'intéresse, mais c'est même assez effrayant parce que je fais des chroniques à la base si j'y suis, qui existaient avant sur France Inter avec Daniel Mermet, qui existe maintenant sur le net. Et lors de la prise de fonction de Gabriel Attal, sa première phrase était extraordinaire. Il a dit « Avec moi, jamais la France rimera avec déclin ». Alors, moi, j'ai fait une chronique en disant que je n'étais d'accord en rien avec M. Attal, avec sa politique, avec sa personne, avec la façon qu'il a de s'adresser aux gens et à la vision qu'il a d'un monde où les riches seront toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Sauf les rimes. Sauf là, je ne pouvais être que d'accord avec lui. Jamais, je ne pouvais pas dire jamais déclin ne rime avec France. Alors, le président de la République, qui n'est pas président pour rien, lui au moins a dit la France sera toujours la France. Bonjour, ça rime. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour toutes les circonstances, j'ai écrit des quatrains en vers, puisque désormais la communication politique se ferait de façon versifiée. J'ai écrit des quatrains, éloge du président, défense du président, attaque de l'opposition, etc. Et la monteuse, qui est très habile et qui sait se servir de l'intelligence artificielle, a pris ma voix, l'a transformée et l'a ensuite placé sur Gabriel Attal dans différentes circonstances, et on le voyait à l'Assemblée, devant Matignon, et tout, dire mes quatrains, mais avec sa voix. C'était très drôle et très inquiétant. D'accord, et voilà, on prend une autre enveloppe, on continue cette petite promenade. Alors... On n'a pas découvert grand-chose encore du livre, mais ça viendra. Ça vient, alors... c'est une chose scientifique. Si on se lance une recherche ADN en paternité de vos livres, quel sera, à votre avis, le pourcentage de votre ADN
et le pourcentage autre autrice ou auteur. Ça, c'est compliqué parce que quand on écrit un livre, bien entendu, on l'écrit avec tout ce qu'on est, mais aussi avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Donc, bien sûr, on ne vient pas de rien, on vient d'une histoire, sa propre histoire, et puis une C'est histoire... assez proche de l'histoire de l'intelligence artificielle, ça d'ailleurs. Oui, on se nourrit de quoi? Et d'une histoire littéraire. Alors, il n'y a jamais, je crois, enfin en tout cas pour moi, il n'y a pas de référence immédiate à tel ou tel qui serait une sorte de modèle intellectuel, un mentor, etc. Oui, quelque chose, oui. Ça, non, il y a une curiosité, c'est que si je pense à mes amitiés littéraires, je me rends compte que la grande majorité sont des femmes. J'ai été très ami avec Geneviève Serrault, dont aujourd'hui l'œuvre est un peu disparue, ce qui est extrêmement triste, qui était la secrétaire d'édition des Lettres Nouvelles que dirigeait Maurice Nadeau, qui sont les premiers à avoir publié des textes que j'avais écrits. Et d'une certaine manière, Geneviève m'a appris à écrire, parce que faire lire quelque chose à Geneviève, c'était un peu passer sous le métro, mais c'était une chose extrêmement dynamique. C'est pas la prof qui faisait la leçon, c'est quelqu'un qui aidait à monter au plus haut degré d'intensité possible. J'ai bien connu Marguerite Duras, dont j'ai publié dans Libération quand j'étais responsable des pages livres l'été 80. Je l'ai beaucoup fréquenté. J'ai très bien connu Christiane Rochefort, j'ai très bien connu Béatrice Beck, sur qui j'ai fait un film. Voilà, aujourd'hui, j'ai une correspondance régulière avec Annie Ernaux, au-delà de nos activités politiques où très souvent on se retrouve sur les mêmes pétitions ou dans les mêmes manifestations. Donc, j'ai au fond une sorte d'appétence pour cette littérature écrite par des femmes qui me parle très directement. C'est quelque chose qui m'a nourri et j'ai lu beaucoup. Pourquoi alors? Pourquoi, je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup aussi Violette Leduc et chez les Américaines, Carson McCullers ou les autrices de cette nature. Ça me parle très directement. Sans doute une part féminine de moi se reconnaît dans ça. Alors, en théorisant les choses, je me suis dit, tiens, c'est quand même un point central de mes livres, où dans mes livres, il n'y a pas de héros au sens masculin du terme. Il y a des héroïnes. Alors, on n'écrit pas un livre en disant, je vais faire une héroïne, ça ne veut rien dire. Ça se trouve comme ça. Alors, pourquoi ça ? À la réflexion, c'est toujours à la réflexion, parce que c'est facile d'en parler après, sur le moment on n'en sait rien. Lorsqu'avec Jérôme Prieur, nous préparions Corpus Christi ou l'origine du christianisme, je ne me souviens plus, nous sommes allés à Manchester pour voir le Papyrus Ryland. Le Papyrus Ryland, c'est une petite chose de, disons, 8 cm sur 8, qui est la trace la plus ancienne d'un évangile selon Jean. C'est daté par les épigraphistes aux alentours de 150, c'est-à-dire très très proche de la source. Donc, nous sommes allés voir ça. Ça ne nous a pas pris la journée pour voir ça. Et donc, nous voilà errants dans Manchester en attendant de reprendre l'avion pour repartir. Et là, sur quoi tombe-t-on ? Sur un énorme barnum qui était tenu par les femmes des mineurs anglais qui avaient mené cette très longue grève contre Margaret Thatcher. La grève était finie. La grève était perdue. Les syndicats étaient laminés. Le chômage était monstrueux. Et ces femmes, sous le barnum, continuaient de vendre des brochures pour populariser leur lutte et des pâtisseries pour abonder aux caisses de secours des chômeurs. Nous avons passé, un quart d'heure, 20 minutes, on a acheté des brochures, on a acheté des petits gâteaux, et puis voilà. Et puis on a un peu parlé avec les femmes. Ce qui était intéressant, c'est que ces femmes étaient les femmes des mineurs. Elles n'étaient pas des mineurs elles-mêmes, elles étaient leurs sœurs, leurs mères, leurs voisines, leurs petites amies, que sais-je. Et moi, je suis sorti de là, au fond, pétri d'admiration pour ces femmes, qui je trouvais les plus combatives, les plus endurantes et celles qui ne renonçaient jamais. Alors que, au moment de la grève, elles avaient été parfaitement écartées. L'expression publique, c'était toujours les leaders syndicaux masculins qui le tenaient, mais qui faisait vivre tout le monde, qui nourrissait les grévistes, qui s'occupait des enfants, qui s'occupait de la vie, tout simplement, c'était ces femmes. Eh bien, moi, je crois que dans mes livres, il n'y a pas de femmes de mineurs anglais, mais au fond, il y a leur fantôme. Si je rapproche ça de mes goûts littéraires pour des autrices, je me dis que, voilà, je suis dans cet univers-là. C'est ça qui me touche, c'est ça qui me parle, mais au fond, c'est normal parce que si on réfléchit, la condition
des femmes aujourd'hui, en France et partout dans le monde, est encore aujourd'hui la condition la plus terrible. Ce sont elles qui subissent l'exploitation la pire. Alors, évidemment, en France, c'est soutenable, mais quand on pense à l'Afghanistan, quand on pense à l'Iran, etc., et même quand on pense à l'Afrique, c'est terrible. Eh bien, moi, je me sens de ce côté-là du monde, de ceux qui se battent contre ça. Ok Gérard, merci. Eh bien, c'est néanmoins maintenant avec ma voix d'homme que je vais vous demander de prendre, toujours au hasard, un peu Balthazar et surtout Gérard, une autre enveloppe. Vous savez, comme dit Rimbaud, il n'y a pas de hasard où il n'y a que des hasards. Alors, cette fois-ci, dans notre contexte de métaphore bébé-livre, à quoi ressemblerait une césarienne ? Ah, elle est belle celle-là. Ah, mais ça c'est des questions, il m'a fallu des heures pour trouver des trucs pareils. C'est une introspection terrible. Bien, la césarienne, ce serait d'extraire d'un livre que l'on est en train d'écrire un passage pour le publier, par exemple, dans le monde diplomatique. Voilà ce que serait une césarienne. On trouverait un passage, un développement sur telle ou telle question qui aurait trait très directement soit à la politique ou aux arts, et puis parce qu'un personnage s'emballerait sur telle chose, et on se dirait, il y a là la matrice d'une chose que l'on pourrait publier dans le monde diplo. Alors ce sera ça la césarienne, ça serait de sortir ce texte et puis de le proposer ailleurs en disant que peut-être plus tard, eh bien, il reviendrait dans le ventre qui l'a porté pour être accouché normalement. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir un livre qui sorte donc par sorte de force, par une espèce de chirurgie éditoriale, sans qu'il soit complètement terminé, sans que vous ayez eu à pousser comme il faut, tout ça, quoi. Non, il ne m'est jamais arrivé qu'un livre ait été publié dans une urgence éditoriale. Au contraire, s'il y a une chose que j'apprécie beaucoup, en tout cas avec les éditeurs avec qui j'ai travaillé, c'est qu'il y a un soin incroyable à la préparation du livre fini. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On écrit un manuscrit, on donne ce manuscrit, il est lu, l'éditeur vous fait des remarques, des choses, vous redonnez un deuxième état du texte, le texte est pris en charge par la maison d'édition, quelqu'un prépare le texte, c'est-à-dire accorde le cadre habituel de l'édition choisi quand on met des majuscules, etc., etc. Donc vous relisez ça, vous recorrigez ça, vous le redonnez à ce moment-là. À ce moment-là, c'est donné à la correction. À la correction, quelqu'un traque les fautes d'orthographe, les coquilles, etc. Et puis, on vous le rend. Et sur cette chose corrigée, vous avez le droit vous-même de corriger aussi. Donc, on corrige encore. Puis, on le rend à l'éditeur qui donne un deuxième jeu d'épreuves. On fait d'ultimes corrections. Et enfin, c'est publié. Ça, ce soin-là, il est extraordinaire parce que c'est un vrai travail dans la mesure où ça veut dire une chose pour moi très importante, c'est que le livre est toujours un mouvement et que le moment où il paraît, c'est au fond un instantané, mais c'est pas autre chose. On le publie à ce moment-là parce qu'on a fait tout ce travail, parce qu'on est en accord parfait avec ce qu'on a fait, mais c'est un instantané. Ce n'est pas d'une chose dans la durée. Et d'ailleurs, c'est si peu une chose dans la durée que Jean-Étienne Cohen-Céa, qui était mon éditeur chez Mazarine et chez Kalman Levy, avant qu'il soit à la retraite, m'avait offert une édition des imprimeries nationales de Poil de carotte de Jules Renard, de toutes les versions de Poil de carotte. Jules Renard, toute sa vie, a réécrit et republié Poil de carotte. Il a changé les paragraphes, il a changé l'ordre des chapitres, il l'a écrit sous forme de théâtre, il l'a écrit sous forme de monologue, c'est vivant, c'est vivant. Et dans le même esprit, j'avais lu dans la Paris Review Faulkner qui disait « S'il m'était donné de réécrire mes livres, je les réécrirais tous et en mieux ». Et quand on lit Faulkner, on s'aperçoit qu'en réalité, il a beaucoup réécrit ses propres livres sous une autre forme, mais revenant, etc., etc. Et moi, je crois que c'est pour ça qu'il n'y a que des livres de circonstances et qui, à mon sens, n'ont pas de grande valeur littéraire, qui puissent être arrachés à l'auteur pour être publiés parce qu'il y aurait une urgence, un événement, etc. Au contraire, c'est une longue maturation. Et jusqu'au moment où il y a ce cliché. Mais une fois qu'on a ce cliché en main,
ça ne veut pas dire, bien que ça y ressemble, un livre, ça peut ressembler à un cercueil, mais le texte n'est pas mort. Ben oui, c'est une chose carrée. Ça ne ressemble pas à un cercueil du tout. Oui, enfin, c'est une chose carrée, on peut se dire c'est une boîte, voilà. Et puis, il y a des rites funéraires, on fait des envois, on fait des dédicaces, il y a des choses comme... Bon, bref. Cette vision complètement morbide du livre, t'as vu, qui sort là. Oui, mais ça continue de vivre, à tel point que, personnellement, j'ai réécrit et republié plusieurs de mes livres. J'ai réécrit Vive la sociale, j'ai réécrit Les 5 parties du monde, je les ai réécrits, j'ai retravaillé, repris, etc. Parce que ce n'était pas justement un corps mort que j'avais dans les mains, c'était encore une chose absolument vivante en moi et qui n'avait plus la même réalité qu'au moment où je l'avais publié. Donc c'est ça qui était intéressant. C'était de se dire, bien, c'est l'écriture, c'est pas la grande illusion, c'est l'illusion du sujet. On traite un sujet. Moi, je ne fais jamais ça. Je suis incapable de dire le sujet de mes livres. Mais il y a une chose qui s'écrit. Et cette chose qui s'écrit, eh bien, elle continue de circuler comme le sang circule dans les veines. C'est toujours vivant. Et donc, voilà, c'est pour ça que, pour en revenir à la césarienne ou à l'accouchement naturel, ça ne peut être qu'un accouchement naturel. Alors, des fois, c'est un long accouchement naturel, mais au bout du compte, c'est quand même ça. Et quand le bébé livre apparaît, eh bien, il a tous ses bras, il a ses jambes, et il est même parfois chevelu. Eh bien, super. On va marquer une pause ici, Gérard, avant de se retrouver pour un deuxième épisode, où, je l'espère, nous allons parler un tout petit peu plus de votre livre qui sort en ce moment. La salle de lecture.